parle des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'être avec nous sur Tempo Afrique TV, le grand débat qui vous est apporté par votre animateur principal, Serge Ignawa. Merci à tous ceux qui nous ont fait beaucoup de commentaires, qui nous ont sollicités et qui continuent de nous appeler pour dire, voilà, essayer de parler de ce pays. Alors, nous allons toujours leur faire honneur de pouvoir parler de ce qui se passe dans notre pays, sinon dans le continent africain. Et effectivement, comme je le disais, il y a un ami qui m'a croisé au travail et il me disait, mais comment ça va? Je lui ai dit que ça ne va pas. Il dit, mais tu as quoi? Il dit, l'Afrique souffre du mal de ses intellectuels. Non seulement cela, mais l'Afrique aussi a beaucoup de problèmes de ses dirigeants et elle continue. L'Afrique aussi, depuis plus de 70 ans, sa souveraineté est bafouée. L'Afrique aussi est enceinte d'une monnaie commune. Mais jusqu'à preuve de contraire, ça dure très longtemps et que l'Afrique ne réussit pas à accoucher de cette monnaie. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi de parler du Togo. C'est de ce pays qu'il s'agit. Et nous avons, dans ces temps-ci, beaucoup de remue-ménage au Togo. Alors, nous allons, avec les chers panélistes, nous allons parler de ce qui se passe sensiblement au Togo, où nous avons vu que la C14, c'est-à-dire la coalition des 14 partis d'opposition qui sont mis ensemble, ont donc croisé le président Faure Gnassingbé. Mais quelle était sa composition? Aussi, nous avons ce qu'on appelle, monsieur, juste après les avoir croisés, le président Faure Gnassingbé a appelé à la démocratie et à la paix. Donc, je veux bien parler, bien sûr, de la C14. Nous avons aussi la démission de l'ANC, de la C14. Quels sont les tenants et les aboutissants? Quelles sont les raisons qui amènent l'ANC à se retirer de cette coalition? Nous continuerons toujours de parler parce qu'il y a beaucoup de problèmes. La fameuse affaire des 30 millions. Mais nous allons situer ça sur 2 volets. Soit les dires, c'est-à-dire sur le plan positif, celui qui aurait pris cet argent, soit cet argent n'a pas été pris, quelles sont les solutions, quelles sont les analyses qu'il faut porter. Et après, nous allons quand même aller aux conclusions en donnant quand même beaucoup de solutions. Alors, pour ce grand débat, j'ai donc mes chers panélistes, depuis la Cameroun du Nord, le professeur Issoufou, docteur et conférencier à l'Université de la Cameroun du Nord. Professeur, nous a toujours fait honneur d'être avec nous pour ce grand débat. Alors, professeur, merci encore une fois de plus de votre présence dans ce grand débat.
Merci, Monsieur Serge Niawa, pour l'invitation. Cela me fait plaisir d'être encore là ce soir pour développer de façon, c'est pas méthodique et claire, les nouveaux développements de la crise, disons par rapport à la crise sociopolitique au Togo. Et je profite de l'occasion pour remercier les autres panélistes et sans bien sûr oublier M. Malik Sall à la réalisation technique. Merci. Merci, professeur Ndalon. De l'autre côté de New York, avec notre dame, la seule dame que nous avons dans ce panel, Madame Madeleine Conde, depuis sa position. Merci à tous. J'espère que vous me recevez correctement. 5 sur 5. Je suis heureuse de vous retrouver après 2 émissions manquées, mais ça se présente. J'ai comme l'impression que c'est une année entière que j'ai manqué de vous joindre sur le plateau du grand débat. Je vous remercie et qu'on puisse trouver, sinon toucher les points essentiels pour trouver des recommandations afin de sortir l'Afrique de l'impasse. Merci à tous. Merci, Madame Kondo. Essayez de ne pas nous mettre sur le speaker, comme ça on pourra réellement vous attendre paisiblement. Alors, dans ce studio, revenons une fois de plus pour accueillir aussi notre cher ami Yves Kenao, avec lequel nous commençons cette émission. Encore une fois de plus, merci Yves Kenao pour la fidélité que vous accordez à ce grand débat sur Tempo Afrique TV. Merci à toi, Serge Niawa, et merci à tous les panélistes, professeur Moussa, Madame Madeleine Kondo, et à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV, surtout les amoureux du grand débat. Je pense que nous allons passer en revue les problèmes que connaît le Togo et les derniers développements sur le plan politique dans ce pays. Merci, mon cher Kenao, pour votre contribution. Le grand débat commence et aujourd'hui, comme je l'ai dit en début de mon introduction, nous allons parler donc de la crise sociopolitique au Togo, les derniers développements, l'actualité politique qui sévit aujourd'hui au Togo. Alors tout de suite, nous allons commencer avec notre ami depuis la Cameroun du Nord, le professeur Issoufou Moussa. Professeur, je pense que vous avez vécu beaucoup de problèmes qui sévit aujourd'hui au Togo. Vous avez vécu aussi beaucoup de développements au niveau des activités sociopolitiques au Togo. Alors, professeur, je vous laisse quand même le champ libre de nous entretenir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Par où commencer? Il y a eu tellement d'événements cette semaine, la semaine écoulée, que nous avons, c'est pas ce qu'on appelle peut-être l'embarras du choix, ou bien, je vais dire, des difficultés à choisir, c'est pas l'événement c'est pas lequel il faut commenter. Mais néanmoins, nous allons dire que cette semaine, la semaine écoulée, a été riche en événements, rebondissements, en déceptions et autres. Et alors, c'est toujours la situation togolaise. La fois passée, j'avais fait une émission au niveau de la chronique de la semaine où je comparais le Togo à ce qu'on appelle Abikou. Abikou, c'est c'est pas, je vais dire, dans l'ontologie de la tradition Yoruba. Abikou, un enfant est surnommé Abikou lorsque cet enfant est considéré comme un revenant, un enfant qui est mis au monde par une mère, et cet enfant meurt à répétition, il revient. La tradition africaine considère que c'est le même enfant qui revient à tout moment, c'est pas enfanté par la même mère. Et donc, Abikou veut dire né pour mourir. Je n'ai pas voulu emprunter c'est pas Sisyphe.
parce que cela ne relève pas de la tradition africaine. J'ai voulu puiser, n'est-ce pas, à l'équivalent de Sisyphe en Afrique. Donc, c'est pour dire que je comparais la situation togolaise à ce qu'on appelle à Biko au Nigeria. Et pour ceux qui ne le savent pas, le caractère où l'enfant qu'on appelle à Biko existe dans toutes les traditions africaines. Vous allez voir une maman qui met au monde un enfant et l'enfant meurt. Et après, elle met au monde un nouvel enfant, l'enfant meurt. Et donc, les vieux considèrent que c'est un enfant qui a fait un pacte avec le monde surnaturel et que c'est un enfant qui ne peut pas vivre dans le monde réel. Donc, des fois, il va falloir, c'est pas, opérer des cérémonies et pour pouvoir apaiser le monde, les habitants du monde surnaturel afin qu'ils puissent lâcher du lest pour permettre à l'enfant de vivre. Et des fois, ça réussit, l'enfant vit, des fois, l'enfant retourne quand même. Ce que moi, je vois au Togo et le spectacle déshonorant et déshonorable auquel nous avons assisté cette semaine, c'est pas me faire cette analogie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous nous approchons du bout du tunnel, il y a quelque chose qui se passe et qui vient de nos rangs pour, n'est-ce pas, saper l'élan et l'effort et de ce que les gens ont déjà fait. Et ce qui m'a amené à vouloir utiliser le concept Abikou pour expliquer la politique togolaise. J'étais obligé parce qu'il n'y avait plus rien pour moi pour pouvoir rationaliser ce qui se passe. Parce que comme France Fanon vous le dira, qu'il n'y a plus, il y a rien de plus déstabilisant que lorsque un homme doué de raison fait face à l'irrationnel. Nous sommes doués de raison parce que nous devons calculer, nous devons réfléchir et nous devons poser des actes qui sont guidés par la raison. Et lorsque vous vous trouvez en face des choses qui n'ont rien à voir avec la raison, vous êtes terrorisé, vous êtes troublé et vous êtes déséquilibré. Vous perdez votre sang-froid. C'est ce qui m'a amené à aller chercher, à aller puiser dans l'ontologie Yoruba le concept d'Abikou. Parce que c'est en ça seulement que je pourrais rendre, c'est pas l'explication que je vais donner aux problèmes politiques togolais. Je pense que je vais m'arrêter là. J'y reviendrai pour développer un peu ce concept parce qu'il y a des camarades qui attendent. Il faut leur permettre aussi de venir introduire le débat et nous allons voir ce qu'on va donner. Merci. Merci, professeur. Vous avez commencé par une stratégie et je pense que le concept Abikou, nous allons tout à l'heure le disséquer pour en savoir plus. Alors, Madame Kondo, je crois qu'on nous fait signal. Alors, mon cher frère, Monsieur Yves Kenao, ouais. Je pense que vous avez vécu les problèmes, sinon la situation sociopolitique au Togo, où, dans un premier temps, la C14 qui a croisé le président de la République, son excellent frère Yassimbe, sans Jean-Pierre Fabre, et aussi à l'exception de Madame Brigitte Adjumabo qui était quand même en tournée à l'extérieur du pays. Alors, quelles sont les analyses que vous faites vis-à-vis de cette C14 qui a croisé le président et que vous dit aussi sa composition sans M. Jean-Pierre Fabre, M. Brigitte Adjumabo? Voilà, merci beaucoup Serge Niawa et merci chers téléspectateurs. Le concept Abikou n'est pas en fait nouveau dans le cas du Togo. Il est bien vrai, on peut le dire, c'est vrai. Monsieur le professeur a raison de dire ça comme cela. Mais moi, je vais au-delà du concept Abikou. On peut dire que le concept Abikou, c'est un concept que nous ne maîtrisons pas. C'est-à-dire que c'est un phénomène surnaturel, surréel, que nous ne maîtrisons pas. Et que c'est dans l'au-delà, dans l'autre monde, que cela se passe. Puisque la femme qui conçoit ne peut pas refuser de concevoir.
Et quand elle conçoit d'une manière physique et naturelle. Alors qu'en l'enfant qui sera né, réside une certaine puissance surnaturelle ou un certain phénomène surnaturel que la maman ne peut pas à son niveau contrôler. Mais il y a une chose que la maman peut contrôler, c'est la grossesse et la naissance de l'enfant. Mais ce n'est pas seulement que la mère qui pourra contrôler si J'arrive. elle ne se rend pas J'arrive. à l'hôpital. C'est ce que je dis physiquement. C'est ça que la maman peut contrôler. Aller à l'hôpital, se faire soigner, contrôler l'évolution de la grossesse. Mais dans le cas togolais, il se fait que le côté surnaturel, nous ne le contrôlons pas, mais le côté naturel et physique, nous pouvons le contrôler. Et c'est celui-là que nous ne contrôlons pas. Parce que tout ce qui s'est passé cette semaine à Lomé, même une semaine d'avance à Lomé, c'est à la portée de tous les acteurs politiques du Togo. Il n'y a rien de phénomène, il n'y a rien de surnaturel. Il n'y a rien de spirituel. Tout ce qui s'est passé, les 30 millions, la visite au chef de l'État, la dislocation de la C14, tout cela est sous le contrôle des acteurs politiques. Ce n'est pas ailleurs. C'est question de volonté, c'est question de prise de conscience et prise de décision. La raison doit prévaloir. Mais il s'est fait que durant cette semaine, je vais dire, sans blesser certains, que la raison n'a pas prévalu. Que c'est plutôt l'émotion et la passion qui ont prévalu sur la raison. Parce que... Alors, essayez d'aller en profondeur. Expliquez-vous pour que on Parce puisse que réellement vous prendre en marche. Parce que pour l'affaire de... Très brièvement, pour l'affaire de 30 millions, en aucun cas, l'opposition, les leaders de l'opposition qui ont pris cette somme-là, devraient savoir que 30 millions ne représentaient absolument rien dans leur vie politique. 30 millions ne représentaient rien à l'aspiration d'un peuple. 30 millions ne représentaient rien face à ces morts-là, à ces blessés-là. Un homme normal devrait le savoir et dire, ok, monsieur, c'est bien gentil de votre geste, mais s'il vous plaît, je ne peux pas le faire. Mais dans quel contexte l'opposition, selon vous, a dû prendre ces 30 millions? Dans quel contexte? C'est durant le contexte de négociation avec la CEDEAO. C'est ce que je dis qu'un homme, Et il contrôle ça. Sont Les venus du leaders chef de politiques, l'État. monsieur Serge, attendez que je finisse. Les leaders politiques de l'opposition, de certains leaders politiques de l'opposition, avaient la matière grise, savaient que 30 millions de francs CFA pour 14 partis politiques ne représentaient rien dans leur vie. Alors, pourquoi le prendre? Pourquoi les prendre? Ça, c'est un point. Ça, au moins, nous contrôlons ça, nous pouvons l'éviter. 2. Sachant pertinemment que cette histoire de rencontrer le chef de l'État allait diviser la C14, les gens honnêtes devraient vous dire, chers collègues, n'allons pas. Ou carrément ceux qui veulent aller, qu'ils l'annoncent des jours, des semaines d'avance ou durant les deux jours de travaux de la C14, nous allons, tel parti veulent aller visiter le chef de l'État et tels autres n'y vont pas. Mais ils se sont tus, ils ont pris même des résolutions durant les 2 jours de travaux, de réflexion, qu'ils vont aller visiter les autorités politiques. Qui dit autorité de l'État togolais parle du chef de l'État et des autres. Mais voilà, qu'on ne dit rien, on dit une délégation de la C14, ça veut dire que c'est toute la C14. À la veille, M. Nicolas Lawson. Non, Nathanien, Olympio, il claque la porte. 2 jours après la visite du chef de l'État, l'ancienne, si c'est confirmé,
claque la porte. Là encore, intelligemment et politiquement, on devrait savoir qu'il y a des gens qui ont fait des sacrifices humains. Les gens sont morts, les gens sont blessés, il y a des exilés politiques, les gens ont fui le Togo. Mais on ne peut pas conduire tout un peuple à l'abattoir et à la dernière minute commettre des bêtises qui... Franchement, j'ai posé la question, pourquoi faire ce jeu-là à répétition? Là, je donne raison encore une fois à monsieur le professeur. À répétition. C'est vrai que c'est comme si c'est devenu la mode. On va les amener et quand ils seront tapés, massacrés, on va tourner le dos. Et ça, que les politiciens togolais le sachent. C'est pourquoi je dis quelque part que le PNP reste toujours dans sa logique. Je ne mange pas mon totem. Donc vous avez vu maintenant la raison qui a mené Tikpi à Tedam. Jusqu'à preuve contraire qui n'est pas encore... Il avait commis l'erreur d'abord en s'associant à ce groupe-là. Le PNP a dit dès le début, je ne mange pas mon propre totem. Et ils sont dans leur logique. Et qui a mangé son totem? Je n'en dirai pas. D'accord, merci mon cher Kenao. Je crois qu'on va continuer de l'autre côté de la Caroline du Nord. Alors, Madame Kondo, est-ce que vous nous percevez? Oui, je vous reçois 565. D'accord, Madame Kondo, je pense que vous avez compris le développement des autres sur l'association situation sociopolitique au Togo. Madame, alors, qu'est-ce qui se passe réellement au Togo, si vous m'avez compris pour le développement que j'ai fait? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Mon cher Serge et tous les panélistes et tous les auditeurs qui nous écoutent et tous les téléspectateurs qui nous regardent, depuis le début de ce débat sur le Togo, vous vous rappelez, j'avais dit une fois que la C14 même, la délégation qu'ils ont constituée, qu'elle a constituée la C14 pour rencontrer le président guinéen, là je vous ai dit que les dés étaient déjà mal jetés. Parce que vous allez, pour éviter que M. Faure se pérennise au pouvoir, et on vous propose des discussions autour des législatives, et vous acceptez. Ils auraient dû dire à ce moment précis-là au président guinéen, nous ne sommes pas là pour les législatives. Les législatives, ça fait partie de la Constitution. Chaque 5 ans, on change les députés, période. On ne revient pas dessus. Et puis ça va se passer comme ça. Nous sommes là pour les présidentielles, c'est sur ça qu'on doit insister. Ça, c'est un. Quand vous regardez le problème aujourd'hui au Togo, c'est le même problème qui a prévalu dans sa résolution, bien quoi, au niveau du Sénégal, et c'est le même problème qui sévit aujourd'hui au Bénin et aussi en Côte d'Ivoire. Les Africains sont friands de l'argent facile et du sexe. Que ce soit les femmes ou les hommes, c'est ça. Ce sont ces deux choses-là qui minent l'Afrique. Vous avez commencé des campagnes dans vos partis politiques. Des gens comme mon frère Kenao l'a dit, des gens se sont investis, ont souffert, tard dans la nuit en train de vous écouter, en train de parcourir des distances, battre campagne. Ils ont été persécutés par l'armée de M. Faure. Il y en a qui sont morts. Prenons le cas même de ce jeune adolescent qui est mort. Vous pensez que ce jeune homme, s'il avait suivi les études correctement, après des études universitaires, et travaillé pour aider non seulement sa famille et construire sa vie, tout ça là, vous pensez que ça est égal à 30 millions? Mais l'opposition togolaise se fiche et se fout de la population togolaise. 30 millions, c'est quoi? Pour accepter ça, pendant que les gens vous ont fait confiance, ils ont vu en vous une lueur d'espoir. Et comme tous les autres l'ont dit, de cet enfant qui meurt et qui revient, même si madame contrôle la grossesse, elle peut aller à ses consultations prénatales. Le gros du problème, ça ne résout pas le fait qu'elle aille aux consultations. Elle peut aller aux consultations, on sait qu'il y a un cœur qui bat à l'intérieur d'elle-même. Ça veut dire que le fœtus est vivant, l'enfant est vivant, mais ce n'est pas tout. Cet enfant-là va sortir avec des malformations. Peut-être
peut-être c'est un enfant qui va sortir avec un troisième œil sur le front, ou alors qui n'aura pas tous les organes en place, pour dire qu'il y a encore d'autres examens plus approfondis que cette dame-là devrait faire. Et c'est ça le problème de cette coalition togolaise de l'opposition. Ils sont allés prendre de l'argent et ils ont abandonné le peuple. Et vous allez vous retourner vers ces gens-là encore pour battre campagne. À propos de quoi? Vous-même, votre vie, si ça ne vaut rien, la population a une vie qui vaut de l'or, qui vaut même plus que l'or. Vous pouvez vous pavaner dans les vestes, faire ce que vous voulez, mais de grâce, épargnez la population. Vous les envoyez à l'abattoir et vous acceptez 30 millions. 30 millions, c'est quoi? Dans la vie même d'un seul parti politique, à plus forte raison les 14 partis politiques, dans la vie de la population et surtout de la jeunesse, parce que la grande majorité de tous ceux qui vous suivent, qui vous écoutent, qui cherchent à comprendre votre discours, c'est la jeunesse, c'est les plus jeunes. D'accord. Merci. Merci, madame. Je pense que vous allez avoir tout à l'heure l'antenne de pouvoir continuer votre développement. Mais tout juste, nous allons aller du côté du professeur qui nous a parlé de ce système de Abiku. Alors, professeur, vous avez quand même compris le développement de M. Yves Kenao, madame Kondo, avec la C14 qui a croisé donc le président Flor Yassimbe sans madame Brigitte Adjomabo et aussi Jean-Pierre Fabre. Bon, monsieur Kenao, PNP aussi, voilà, PNP aussi. Alors, professeur, comme vous êtes là, que ce système, ce concept dont vous avez parlé, on vous laisse quand même de nous l'expliquer à fond. Oui, mais je pense que les dés sont jetés et les autres panélistes ont déjà commencé par parler du concept. J'ai préféré nous approprier ce concept aujourd'hui parce que la situation politique du Togo devient des plus bizarres. Et donc, comment? Parce que nous pensons que en restant dans un raisonnement réaliste et réel, nous n'allons pas pouvoir trouver des arguments nécessaires pour expliquer ce qui se passe au Togo. C'est pourquoi nous sommes obligés d'emprunter ce qui peut peut-être paraître un peu acceptable parce que ce qui se passe au Togo relève carrément, c'est pas de l'irrationnel. On ne peut pas comprendre. Moi, quand on me dit que des politiciens, même si ce n'était pas pour se faire corrompre, et moi je dis que ce n'est pas dans ce sens, puisque ils ont réussi l'argent là, ils ont continué par manifester. Mais moi, c'est le fait même d'avoir accepté l'argent. C'est ça mon problème. Le fait d'avoir accepté. Vous avez pris l'argent, vous n'avez pas demandé à quoi cela va servir. Il fallait demander à celui-là qui vous remettait l'argent. Bon, vous nous remettez l'argent, pourquoi? Mais les gens ont préféré se taire. C'est là où moi, j'ai toujours défendu cette C14-là. Et je la défends parce que l'opposition togolaise, comme je l'ai dit et je l'ai répété, est l'une des plus malheureuses des oppositions du monde. Parce que c'est une opposition qui n'est pas en sécurité de façon permanente. C'est une opposition qui n'a pas de ressources. Quand je prends la Guinée de Condé, par exemple, quand vous prenez Sédou Daïlan, c'est enrichissant. Personne n'osera même amener 200 millions pour corrompre ces loups. Quand vous prenez des opposants au Bénin et au Bénin voisin, vous avez ils s'appellent comment encore, Alexis Sajavon, ils sont richissimes. Ils n'ont pas besoin. Mais regardez, moi personnellement, quand j'ai appris l'histoire, j'ai versé les larmes. Mais professeur, parce que, ouais. Je pense que oui, ça se comprend ce que vous êtes en train de dire. Oui. Ben, au niveau, je prends un exemple au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui. Les partis étaient quand même financés à raison de 800 milliards chaque année, selon la Constitution.
au temps du président Laurent Gbagbo. Oui, j'arrive, professeur. Et au niveau du Togo, ce n'est pas le même cas. Mais au moment où le président Gbagbo était croisé M. Oufo-Boigny et que les gens recevaient de l'argent en pêle-mêle, il a dit, c'est votre argent. Si on vous donne ça, vous prenez, vous bouffez et vous continuez la lutte. Oui. Alors, professeur, est-ce que ce n'est pas dans ce sens-là que la C14 s'est positionnée? Oui, mais moi, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas accusé la C14 parce que quand vous voyez les débats qui se sont menés, j'ai refusé d'intervenir par rapport à ce sujet parce que je ressens quelque chose que peut-être d'autres ne ressentent pas. C'est-à-dire que lorsque, chez moi, on dit que lorsque votre pied colle une pierre et vous tombez, il ne faut pas vous en prendre à la place où vous êtes tombé. Il faut vous en prendre au caillou ou à la pierre qui vous a fait tomber pour commencer. Et donc, il ne faut pas que nous fassions des analyses où on oublie les conditions difficiles dans lesquelles ces gens-là travaillent. Je ne dis pas qu'à cause de ces conditions, il faut aller prendre. Non, je suis content de ça. Vous m'entendez, j'ai dit, il ne fallait même pas toucher à l'argent là. Voilà, monsieur le professeur, j'ai une question très rapidement. J'ai une question pour vous très rapidement. Là où le problème baisse, moi-même, dans le mardi, j'ai fait une émission à ce sujet. J'ai dit que moi, ce n'est pas les 30 millions qui me font mal. Mais pourquoi ne pas dire qu'on a reçu une aide? Justement. Ou qu'on a reçu un don? La C14 allait le dire publiquement et continuer la lutte. C'est tout mon problème. On allait dire qu'on a reçu une aide ou un don, ou puisqu'ils sont libres de recevoir les dons de tous côtés. D'accord. On va laisser le professeur y répondre. Tout simplement qu'ils le disent comme ça publiquement durant une conférence de presse et ça devrait s'arrêter là. Alors, professeur. Des cadeaux empoisonnés, c'est en public qu'on partage ça. Voilà. Quand un cadeau est empoisonné, on le met devant tout le monde, on dit bon, nous avons reçu ce cadeau, même si vous ne révélez pas le nom. Mais nous allons utiliser ça pour ceci, pour cela, pour ceci. Là, tout le monde sait. Bon, maintenant, vous en avez fait un secret. Du point où, quand les gens ont découvert ça, c'est un scandale. Sinon, vraiment, 30 millions pour acheter un chef de parti. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai dit, je demande à ce peuple-là d'obtempérer un peu par rapport à tout ce qui se dit. Parce que ce n'est pas facile. Hein? Mais je condamne cette manière ou bien ce comportement-là qui a amené l'opposition à vouloir s'asseoir sur les 30 millions sans rien dire à qui que ce soit. Maintenant, nous ne savons pas. Vous dites que vous avez utilisé ça pour les marches. Personne ne peut confirmer. Vous voyez? Mais donc, supposons que ça n'a pas été utilisé pour les marches. Donc, vous avez combien cela? Ça fait mal. Et pendant ce temps, le pyromane est là, en train de se moquer de nous. Il est là assis bien bonnement. Il a su s'aimer la pagaille au sein de l'opposition. Voilà ce qui se passe. Et donc, ça fait mal. Et c'est pourquoi nous étions obligés. Parce qu'on était en train de chercher des explications justes à ce phénomène incompréhensible. Et je suis obligé d'aller puiser dans le monde, n'est-ce pas, de nos traditions, puisque nous en avons, pour pouvoir essayer, peut-être que quand les gens écoutent ça, ils vont peut-être essayer de comprendre ça au-delà du rationnel, peut-être ça va faire sens. Parce qu'avec la raison est impuissante, incapable d'expliquer ce qui se passe. C'est pourquoi je suis allé là où la raison n'a plus sa place pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe au Togo. Mais au-delà de tout, mes chers compatriotes, au-delà de tout, messieurs les panélistes, je dis que j'ai sondé mon peuple et ce peuple reste toujours serein. C'est ce qui me réjouit. D'ailleurs, c'est ce qui me donne la force de venir aujourd'hui sur ce plateau. Parce que je sais que le peuple sait où il va. Il sait où il va. Nous avons vu des bateaux. Lorsque le capitaine déconne, il est en train de les amener. Nous avons vu des gens maîtriser le capitaine et prendre le contrôle du bateau pour pouvoir amener les gens là où il faut.
Les avions, nous avons vu la même chose. Les gens ont pu dérouter ou bien, c'est pas maîtriser l'avion pour pouvoir amener l'avion à un endroit où qui jugent plus ou moins, c'est pas sécurisant. Alors, le peuple togolais est en train, n'est-ce pas, de prouver cela. À travers les réunions que les gens ont tenues au Togo cette semaine, aujourd'hui même, nous voyons que quelque part, les gens veillent. Nous voyons que quelque part, les esprits sont encore là. Nous voyons que quelque part, le peuple togolais va conclure sa lutte. Et c'est ça qui me réjouit. Il n'est pas donné à n'importe qui, n'est-ce pas, de mener, c'est pas une lutte jusqu'au bout. D'accord. Il y en a qui vont laisser la lutte à bout de chemin parce que c'est trop long. Il y en a qui vont abandonner parce que c'est trop dur. Mais il y en a qui vont continuer jusqu'à la victoire finale. Et je profite de l'occasion pour rappeler au régime RPT uni que, en tout cas, leur seul salut, c'est les réformes telles que la feuille de route là, les ont indiquées. Si ce n'est pas ça, en tout cas, les Togolais vont s'affranchir. Ça, soyez-en sûrs. Merci, professeur. Soyez-en sûrs. Rapidement, avec notre ami Rodrigue Lawson. Alors, Rodrigue, vous avez quand même pris en marche ce débat. Vous avez écouté les autres panélistes. Alors, tout de suite, vous comprenez aussi la C14 qui a pu croiser le président de la République sans Brigitte Adjomagbo, sans aussi M. Jean-Pierre Fabre. Et juste après cela, il y a eu quand même beaucoup de démissions au niveau de la C14. Et il y a aussi le président Florent Yassingbe qui, juste après le croisement, a appelé à la démocratie et puis à la paix. Alors, voilà encore beaucoup de choses à développer. Alors, Lawson, je vous laisse quand même le choix. Oui, moi je vais aller un peu dans le sens contraire de tout ce que les panélistes ont dit ici. Parce que les Africains doivent faire une analyse. Quand vous êtes dans un système de démocratie libérale, vous devez comprendre le système. Je vais commencer d'abord par cette histoire de 30 millions. Moi, je dis que c'est non avenu. Parce qu'on fait des polémiques tout autour pour rien. Dans un système de démocratie libérale, ça a été toujours comme ça. On oppose l'opposition et le parti au pouvoir. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les financer, surtout avec nos oppositions en Afrique qui n'ont pas des ressources. Qu'est-ce qu'on fait? On leur donne de l'argent. Ça, c'est des trucs qui se font. La question même qui devait être posée même, cet argent qui leur a été attribué, qui leur a été donné, d'où vient cet argent? D'où vient cet argent? Jusqu'ici, je vais vous dire une chose. Voilà. Il y a une chose. Est-ce que c'est pour le contribuable togolais ou bien l'argent appartient à quelqu'un? Moi, je ne veux pas savoir d'où vient l'argent. C'est comme si vous êtes en train de faire un combat. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont pris l'argent, qui les a donné l'argent. Mais ce que je voudrais dire, les gens sont dans une logique de combat. N'est-ce pas? On est venu leur donner de l'argent. Et ils ont mis ça à contribution pour le combat. Parce que si c'est qu'ils se sont distribués cet argent-là dans leur poche, on le saura aussi. Bon, on a dit qu'on a mis dans la caisse de la C14. N'est-ce pas? Bon, il y a une chose qui m'étonne chez les Africains. Lorsqu'on met quelqu'un devant, qu'il n'a qu'à faire quelque chose, et la personne fait la chose, il y a des décisions c'est-à-dire on n'a pas besoin, c'est-à-dire des décisions qui n'affectent pas la chose, on n'en a pas besoin. Nous savons tous que ces gens sont à la quête d'argent tout le temps. Ils font des appels d'offres un peu partout. On leur donne de l'argent. C'est-à-dire que le nœud du problème, est-ce que c'est les 30 millions qui font le problème des Togolais ou bien que la lutte aboutisse? Moi, même si Fort Nyasingbe donne l'argent, ils prennent. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi les gens, c'est-à-dire, tournent autour de ces histoires de 30 millions. C'est la même chose, puisque ils n'ont pas de financement. Même ceux qui ne prennent pas de l'argent, qu'est-ce qui change sur la vie des populations? Dites-moi. Montrez-moi un seul pays en Afrique où les oppositions, ils n'ont pas pris de l'argent et puis ils ont changé quelque chose sur la vie des populations. Non! Vous savez, c'est la démocratie libérale. Comprenez la chose. Allez réétudier cette démocratie-là. Même en Europe, il y a ça. Mais seulement, c'est que les partis sont un peu plus puissantes. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Entre-temps, les Russes, ils n'allaient pas contre les démocrates. Ils allaient contre les républicains. Mais après la position de Hillary Clinton vis-à-vis des Russes qui menaçaient un peu, qu'est-ce que les Russes ont fait lors des élections de 2016? Ils ont balancé les trucs vers les républicains.
Ils ont essayé de malaxer la situation pour que les républicains prennent le pouvoir. Ça se fait toujours dans la démocratie libérale. C'est pourquoi nous disons que si nous voulons évoluer dans cette démocratie libérale, nous sommes obligés d'accepter toutes les règles. Les gens s'étonnent qu'on prenne 30 millions. Ça se passe tous les jours. Ça se passe tous les jours. Allez chercher, vous verrez tous les jours. Donc, accuser la C14 d'avoir pris 30 millions, moi je dis que c'est un non-événement. Ça, c'est-à-dire que c'est une histoire qu'on amène pour amuser la galerie, alors que le vrai problème est derrière. Le vrai problème est là. On ne devrait même pas en parler. 30 millions, bon, peut-être que dans les rapports financiers... On ne devait pas quand même passer tout le problème sur les 30 millions, oui, alors que les vrais problèmes, comme vous l'avez situé, les réformes constitutionnelles et ainsi de suite exactement, les vrais problèmes sont là. là. Et puis, il y a une chose, il faut faire attention. Quand on fait les débats, si vraiment nous pensons, par exemple, tous les journalistes, ceux qui font des débats, tout ça là, tout le monde sait le problème des Africains. On connaît le problème. Moi, j'essaie d'éviter une chose. Lorsque nous essayons de mettre de l'huile sur des trucs qui n'ont pas d'importance, nous contribuons à noyer les choses. Nous sommes tous conscients que cette histoire de 30 millions n'est pas un problème pour les Donc, pour endormir les gens, il faut continuer le combat. Il faut continuer le combat, oublier ce problème. Moi, je dis même, si Sport Niassing me donne, il faut prendre. Donc, si on me dit aujourd'hui que non, que les 30 millions sont problème, moi, je dis, il n'y a même pas d'autre. Ça, c'est mon opinion. Ce pourquoi je ne suis pas d'accord, peut-être, c'est le fait de ne pas s'asseoir ensemble et prendre une décision avant d'aller voir le chef de l'État. Moi, je ne dis pas que aller voir... C'est pas toute la C14 qui est partie. Justement, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je dis, que c'est le fait de ne pas s'asseoir ensemble et prendre une décision. Vous savez, bon, PNP, ANC, tous ceux qui sont dans la C14 et aller voir le chef de l'État. Moi, je disais même une chose. Il était même meilleur que les Togolais s'entendent entre eux que d'aller chercher ces histoires de CEDEAO. Parce que quand on s'entend entre nous, même si c'est difficile, on sait que c'est entre nous. Que de se faire baiser par... biaiser, pardon, j'utilisais le mot, excusez-moi, mais c'est le mot baiser que j'ai utilisé. Par cette soi-disant communauté internationale sous le gîte de la CEDEAO qui vient tromper les Togolais et les opposer plus. Parce que le monde aujourd'hui, c'est opposer les autres, c'est diviser pour régner. Et lorsque vous allez voir, qu'est-ce que ceux qui guident, téléguident cette démocratie libérale, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils font leur jeu, lorsqu'ils voient que l'opposition prend du point sur le côté, le pouvoir, ils biaisent sur l'opposition. Lorsqu'ils voient que le pouvoir est en train de reprendre de la main, ils balancent sur le pouvoir. Et ils mettent des choses en dessous. Démocratie, donc, justement, et nous on pense que nous sommes en démocratie et nous sommes en train de nous battre. Nous, Africains, toutes tendances confondues, lorsqu'il y a un problème, nous devons faire des analyses, retourner. Surtout, je dis, revoir le système dans lequel nous sommes en train de travailler. Lorsque vous comprenez que c'est ce système, allez voir les règles de ce système. Dans la démocratie libérale, il y a toujours ces histoires. Donc, je voudrais dire que les 30 millions, là, il ne faut même pas qu'on en fasse une discussion. D'accord. Merci. Merci donc, Lawson. Madame, vous attendez, on va finir avec le sujet. Alors, Monsieur Kenao, je crois que vous avez soulevé la main, vous voulez intervenir. Effectivement, le chef d'État a croisé la C14, mais il y a un problème, celui qui est là. Le problème des réformes constitutionnelles et institutionnelles. On n'en parle même pas. Est-ce que vous croyez que le régime est prêt réellement à mettre en œuvre ces réformes qu'on n'a jamais vues depuis des années et des années? Le vrai problème, c'est ça, M. Kenao. Voilà, vous savez, je voudrais informer les gens que la décision de rencontrer les autorités politiques du Togo a été prise lors des 2 journées de réflexion de la C14. Donc ça voudrait dire que l'ANC, qu'en dehors des 5 partis qui n'ont pas participé à ces 2 jours de réflexion, ne sont pas concernés. Tout le reste était là quand on a pris la décision finale. Moi, j'ai apprécié même le fait d'aller voir le chef de l'État. Moi, je l'ai apprécié. Parce que pour moi, c'est que les gens finissent par comprendre qu'ils ont utilisé tous les moyens dont ils disposent. Alors, retournons vers le dialogue, vers le vrai dialogue, le face-à-face.
Oui, mais mon cher Kenao. J'arrive. Dans le J'arrive, communiqué mon cher final Kenao, des il y a un deux point que parties. je voulais signaler. Voilà. Les gens pouvaient le faire depuis fort longtemps, mais c'est maintenant qu'ils choisissent Voilà. d'aller. Et à ce monsieur qu'on a dit, for must go, c'est maintenant on va vers lui Je comprends, pour le c'est la croiser, sagesse. pour C'est la- chercher quoi, monsieur Kenao? J'arrive, Parce que c'est vous la n'avez pas vu sagesse. monsieur Jean-Pierre Fabre. Non, là, lui aussi, j'arrive là. C'est pour te dire quoi? Les gens ont utilisé tous les moyens dont ils disposent. C'est qu'ils s'étaient dit qu'avec ce système, avec notre stratégie, nous allons arriver au bout de cet homme-là. Donc, ils avaient un certain nombre de stratégies en place pour le faire partir. C'est pourquoi ils disaient « he must go ». Maintenant que toutes ces stratégies ont échoué, ils se sont dit « bon, retournons vers le vrai dialogue face à face avec celui-là que nous voulons faire partir. » Jusque-là, pour moi, il n'y a pas de problème. Il faut approcher l'ennemi pour l'abattre, c'est ce que vous Voilà. voulez dire. Il n'y a pas de problème. Puisque durant ces quelques minutes, ces 60 minutes ou moins, ils ont discuté de la libération des autres prisonniers politiques, des réformes. Donc, ils sont toujours dans leur logique d'obtenir les réformes, la libération des choses. Mais moi, le problème, c'est qu'au même moment, certains ont joué le malin. Ils ont accepté la résolution lors des 2 journées de réflexion, mais après cela, ils claquent la porte. C'est l'indiscipline du groupe. Mais est-ce que vous pouvez J'arrive. comprendre leur démarche? Voilà, Est-ce que vous avez appelé monsieur, monsieur Jean-Pierre Fabre ou bien... Je ne veux pas entendre parler de... Est-ce que vous avez demandé à monsieur Jean-Pierre? Jean-Pierre Fabre était à ces 2 journées de réflexion. Est-ce que tu as vu, je parle de PNP? PNP n'y était pas. Donc ça veut dire que ce qu'ils ont pris, ça n'engage pas PNP. La décision d'aller rencontrer les autorités politiques de l'État était en présence de Fabre, qui a signé le communiqué final. Mais à la dernière minute, il se soustrait de cette obligation pour justifier demain que non, je n'ai pas collaboré avec l'ennemi. Ça, c'est une lâcheté. Je vous apporte une réponse de Fabre. Non, j'arrive. À la fin de cette émission. C'est une lâcheté. C'est pourquoi je vous dis, hein, il y a certains hommes que quand aujourd'hui ils me disent quelque chose, je peux les suivre. Parce que je sais qu'ils vont le faire. C'est que vous ne pouvez pas être en groupe. C'est maintenant l'indiscipline dont on parle du groupe. Je vois d'où vient cette indiscipline. Rencontrer le chef de l'État en soi n'est pas mauvais. Et les partis politiques, l'opposition a toujours eu à rencontrer le chef de l'État. Même si on dit « he must go », et après on voit que ce n'est pas possible, on peut revenir, c'est ce que je dis. Et en politique, ce n'est pas le vrai d'aujourd'hui peut être le faux de demain, ou le faux d'aujourd'hui peut être le vrai de demain. C'est ça la démocratie libérale. Et ça se passe partout dans le monde. Maintenant, il faut une honnêteté politique. Que les gens soient responsables et qu'ils acceptent d'être responsables de leurs actes. Demain, vous allez voir que l'ANC n'a pas été rencontrer le chef de l'État. L'ANC a créé encore une nouvelle coalition. Idéologie. Non, une nouvelle coalition. Et on va encore entraîner, je ne sais pas comment on va l'appeler encore, on va encore entraîner les enfants des autres pour les faire massacrer. Et demain, on dira que le régime de Faure Gnassingbé tue les gens. Non, vous voyez déjà. C'est-à-dire que je veux que les gens soient politiquement responsables. Et tant qu'on ne va pas être responsable politiquement, vous savez, des nouveaux partis comme le PNP prendront nécessairement le pas. Hein. Et moi, ça ne me tonnerait pas si on organise les locales aujourd'hui, qu'on dise que le PNP a raflé tout. Moi, ça ne me tonnerait pas. Ou le PNP a dépassé l'ANC. Moi, ça ne me tonnerait pas. Parce qu'il y a de l'indiscipline et de la malhonnêteté politique au sein même de l'ANC. Monsieur Kenao, on se demande s'ils vont y participer parce que je ne sais pas le route n'a pas été non seulement suivi, le recensement a été fait à l'exception de ces partis. J'avais ajouté quelque chose rapidement. Madame Adjamagbo Brigitte n'a pas été. Elle était en déplacement. Mais le secrétaire adjoint de son parti était à la rencontre. Parce que c'est elle qui a signé le communiqué. C'est son parti qui a signé le communiqué. Donc le parti de Madame Brigitte était présent. Mais c'est uniquement Jean-Pierre Fabre qui était
absent. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'ils sont empêchés, mais ils sont de cœur avec ceux qui ont été. Et le lendemain, il claque la porte. Bon, d'accord. Voilà. Je crois qu'on va aller rapidement sur Madame Kondo. Alors, Madame Kondo, vous avez attendu Monsieur Kenao. Je pense que vous avez beaucoup de choses sur la démission de Monsieur de l'ANC, de la coalition, la grande coalition de la C14. Alors, Madame, que vous dit, en tout cas, quelles sont vos analyses vis-à-vis de cette démission de Monsieur Jean-Pierre Fabre, sinon de l'ANC? Merci pour la parole donnée. Et je voudrais dire que ils ont quand même leur raison. Peut-être que les autres vont trouver que ce ne sont pas des raisons valables, mais s'ils estiment qu'ils ne se reconnaissent plus dans cette coalition, s'ils estiment que ce qu'ils ont eu à noter, sinon les points qu'ils ont retenus comme priorité dans cette lutte dans laquelle ils se sont engagés, s'ils estiment qu'ils ne se reconnaissent plus à partir de ce qu'ils ont arrêté depuis le départ, ils ont la raison de se retirer. Et puis en politique, il y a toujours des coalitions qui se font, les coalitions vont toujours se défaire, et souvent aussi, c'est bienvenu parce que ça vous évite de tourner en rond. Dans le cas de la C14, tel que nous, de l'extérieur, nous regardons, il faudrait qu'on accepte de concevoir le fait que la C14 est en train de tourner en rond. Et puis, comme les autres ont dit, les 30 millions, ce n'est pas le fait des 30 millions qui est problème. C'est ce qui vient après les 30 millions. Parce que beaucoup d'Africains, c'est-à-dire beaucoup de politiciens africains, viennent toujours à la politique pour s'enrichir. Alors que, comme le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire l'a dit, on ne va pas à la politique pour s'enrichir. Si vous avez eu à battre campagne, à dire aux gens qu'on veut régler le problème de la corruption, on veut régler le problème du laisser-aller, on veut régler le problème de l'emploi, on veut régler le problème de la santé. Si vous avez eu à accepter les 30 millions, vous auriez pu l'utiliser, pour ne pas dire utiliser cette somme-là, pour amener des gens même qui sont dans le parti, et corruption appelle corruption, les amener à être de votre côté pour vous aider à faire pression sur le gouvernement pour la réforme de tout ce qui concourt aux élections présidentielles et même législatives et municipales au Togo. Mais si vous partagez cet argent-là, d'après ce que j'ai entendu, qu'ils l'auraient utilisé à faire quelque chose, à faire quoi? À faire quoi? Vous pouvez utiliser cet argent-là, ne serait-ce que pour imposer certaines choses au gouvernement. Mais je suis sûr même que dès qu'ils ont sorti l'enveloppe, parmi eux qui sont partis rencontrer le président, il y a des gens déjà dans leur esprit, ils avaient déjà leur plan. Comment ils vont dépenser ce qu'on va leur donner, qui ils vont inviter à manger, avec qui ils vont voyager, qu'est-ce qu'ils vont offrir comme cadeau à des maîtresses ou bien des copines ou bien des amis ou bien... Et ils ont évité, pour ne pas dire, ils se sont démarqués même de l'essentiel. Sinon, ça aurait été moi, j'allais même demander à toute la délégation, utilisons cet argent-là pour aller, pour engager une campagne, aller vers tous ceux qui peuvent nous aider, tous ceux du gouvernement de fort qui peuvent nous aider à imposer les réformes à fort. Et s'ils avaient fait ça, aujourd'hui, nous, par exemple, à Tempo Afrique TV, on ne se serait pas perdu le temps aujourd'hui à débattre de ce problème. On allait être peut-être au niveau de la réforme qui est en train de se faire. Quelles sont les meilleures réformes, c'est-à-dire quelles sont les meilleures lois qui vont être votées de façon à ce que la réforme soit profitable, non seulement au Togo,
à la population et aux dirigeants et aux institutions. C'est ça. D'accord. Je m'arrête là pour le moment. Merci, madame. Alors, le professeur, je pense que vous attendez impatiemment. Nous parlons donc du fait que le président appelle à la démocratie et au même moment, il appelle aussi à la paix. Mais il y a quelque chose qui reste. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles. On ne parle pas en profondeur de cela parce que c'est ce que tous les Togolais attendent. Nous savons aussi que les autres partis, sinon la C14, n'a pas pu participer aux législatives. Demain, peut-être que les élections, comment je peux appeler ça, les réformes vont être mises en place. Bon, d'où va venir ce test? Est-ce que vous croyez que, puisque on n'a pas la majorité quand même de l'opposition dans ces législatives, ceux-là même qui vont voter, est-ce que vous croyez que ce qui va sortir directement de ces votes-là va être encore le fait que le compteur soit mis à zéro pour que le président va reprendre encore 2 mandats? Parce qu'il faudrait qu'on le dise, monsieur le professeur, quoi qu'il en soit. Professeur. Oui. Oui, mais moi, j'ai toujours dit, depuis le début de cette lutte, que si après tout, au finish, Faure Gnassingbé s'octroie 2 mandats, c'est que c'est le peuple togolais qui l'a voulu. Parce que Faure Gnassingbé lui-même sait que ce n'est pas possible, ce n'est pas éthique, ce n'est pas africain de vouloir s'accaparer tout et tout au détriment de tout le monde. Il le sait. Mais lorsqu'il a devant lui un peuple qui accepte tout, même si vous le gorgez, il est prêt encore à se soumettre à vous, alors ça fait notre problème. Alors, Faure Gnassingbé peut rêver d'un 4e, 5e, 6e, 7e, 8e mandat jusqu'à l'infini. Ça, c'est son droit le plus absolu. Il est permis de rêver. Mais si le peuple togolais l'aide, n'est-ce pas, à réaliser ce rêve, ce n'est pas Faure Gnassingbé qu'il faut accuser. C'est le peuple qui l'a laissé faire qu'il faut accuser. C'est tout ce que moi j'ai toujours dit depuis le début de cette lutte. Parce que aujourd'hui, quand même dans la diaspora, quand vous passez 2 ou 3 Togolais debout en train de causer, je vous dis que à 99%, la causerie parle de la situation politique du Togo, de la nécessité d'opérer un changement, de la nécessité de moderniser ce pays-là et de le démocratiser. Au pays, sur le plan, et c'est pas au pays, au Togo là-bas, c'est la même chose. Les familles sont autour d'une table pour manger, c'est ça qui revient. Même dans les fiefs du RPT, même dans les familles qui bénéficient, dans les familles de cette minorité pieuse et impitoyable, ils parlent de ça. Alors, qu'est-ce qui nous bloque? C'est nous-mêmes. C'est cette volonté-là qui manque. C'est-à-dire que nous n'avons qu'une seule arme contre un régime réfractaire à toute idée de changement. Un régime qui se fout pas mal de tout le monde, qui se moque à la limite de ses citoyens. Et les gens se lèvent, ils veulent mener une vie normale. Lorsqu'on tabasse des gens dans ce quartier, quand il va dans l'autre quartier, on dirait que c'est Noël. On tabasse les gens là-bas aujourd'hui, demain on dirait que c'est Nouvel An là-bas. C'est comme ça. Mais avec un peuple comme ça, vous pensez qu'il y aura plusieurs forts au Togo. Parce que quand lui va partir, ce n'est pas exclu qu'un autre membre de la famille Gnassingbé ne viendra gouverner le Togo. Puisque c'est un pays où le peuple accepte tout, sauf rien. On dit souvent que lorsque vous ne pouvez pas refuser quelque chose, vous risquez d'être victime de tout. Et c'est ce qui arrive au peuple togolais. Alors,
Si ce peuple-là veut me prouver le contraire, nous avons encore de la chance. Nous avons encore de la chance de faire changer les dons. Parce que nous ne pouvons pas concevoir qu'un régime qui a dit je vais faire les réformes, dès que je vais faire mes élections, je viens de nommer mes gens et on ne parle pas. On met les réformes au placard et bon, les gens sortent, ils mènent leur vie comme si de rien n'était. Quand il pleut, des gens meurent parce qu'il n'y a pas de caniveau pour faire canaliser de l'eau. Et ce peuple-là continue. Vous espérez quoi? Vous pensez que ça va venir comme ça? Ça ne viendra pas. Ça ne viendra de nulle part. Ça, tout se trouve dans la main de ce peuple-là. S'il veut se libérer, s'il veut empêcher, à force de faire un 4e mandat, il le fera. Et ça ne va même pas prendre du temps. C'est en cela que moi je veux qu'on réfléchisse. C'est en cela que je veux que ce peuple-là, on mène un débat par rapport à cela. C'est le débat que je veux mener avec ce peuple togolais. Je ne le comprends pas. Il n'est pas un peuple différent des autres peuples qui nous entourent. La plupart des gens de notre peuple sont venus de ce peuple-là. Et pourquoi nous avons un comportement différent quand il s'agit de l'oppression? On accepte tout et les gens se moquent de nous. En tout cas, s'il faut faire un 4e mandat, ne blâmez pas fort, blâmez le peuple togolais. D'accord. Alors, docteur, avant de partir, on ne va pas aussi vous laisser sans toutefois que vous... Parce que vous nous avez manqué la semaine dernière. Et la question qui a été répondue ici, à quand le retour de M. Tikpi Atadam sur la scène politique au niveau du Togo? Oui, c'est parce que vous m'avez vu en rouge que vous ramenez la question. Professeur, je suis à vous, bien sûr. Bon, en tout cas, M. Tikpi Atadam reviendra au moment opportun. Merci, si vous êtes professeur. Satisfait, on y va. C'est beaucoup profond, au moment opportun. Opportun. Personne ne sait ce moment. Ça très bien. Alors, moment on revient opportun. dans ce studio. Monsieur Lawson, je pense que vous avez quand même compris les uns et les autres. Mais l'inquiétude ici, est-ce que vous ne voyez pas que ces réformes constitutionnelles et institutionnelles, dont on ne parle pas tant, seraient encore mises dans les placards? Prenez même pas qu'on en parle parce que ça fait plus de 15 ans. Et qu'on va encore revenir sur les mêmes histoires sans que rien ne se passe. Oui, en réalité, la question qu'on doit se poser, c'est qui est en train de manipuler les choses. Puisque le professeur vient de dire que si on ne fait pas attention, on aura d'autres forts Nyasibé. Et il n'a pas menti. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Afrique, on a, et excusez-moi le terme, plus de 99% d'aliénés. Mais comment vous voulez qu'on puisse faire un combat correct avec des gens qui sont aliénés? Des gens qui acceptent, c'est-à-dire leur propre mort. Donc vous voulez nous dire que ces gens sont en désaccord avec leur désaccord? Mais ce que je dis, c'est tellement clair. Seulement à la petite différence qu'au Togo, il y a un peu, bon, par rapport aux autres pays, Ghana, Bénin, etc., et l'armée intervient un peu plus violemment, et c'est la seule différence. Sinon, il n'y a pas de différence dans ce qui se passe un peu partout en Afrique. Moi, je dis que nous, on a perdu notre conscience. C'est pour ça que, vous savez, un homme qui est complet, avec toute sa conscience, avec toute sa culture, avec tout son âme, avec tout son être, quand il dit non, il dit non. Vous comprenez? Quand il dit non, il dit non. On s'étonne que le peuple africain saute dans les rues, il dit non, mais ce à quoi il dit non, c'est ça qui continue. Des années sur des années. Et on ne se pose pas de questions. Pourquoi? Depuis plus de 50 ans de combat. Regardez après les indépendances. J'avais dit ça la fois dernière. Après les indépendances, il y a eu quoi? Il y a eu les pères de l'indépendance qui ont semblé être des démocrates, côte en côte, des gens qui voulaient le bien de l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a tous balayés. On les a tous balayés. On nous a donné quoi? On nous a donné les partis uniques qui sont généralement des dictatures, n'est-ce pas? J'ai posé une question. Est-ce que ceux qui ont envoyé le vent de l'Est ne savaient pas depuis qu'il y avait la démocratie avant qu'ils ne nous aient laissé dans cette histoire de parti unique? Je suis en train de faire une analyse. Écoutez très bien. Quand ils nous ont donné les partis uniques,
ça évoluait, ça servait leurs intérêts. À un moment donné, ils ont compris une chose. Vous allez voir que tous ces présidents qui étaient gens dictateurs et Adema, tout ça là, à un moment donné, vous allez voir que leur comportement commençait par changer un peu vis-à-vis du maître. Donc, parce que dans le système unique, tout le peuple est derrière son président. L'Occident a compris depuis. Quand un peuple protège son président, ça voudrait dire que celui-là devient un homme fort. Et leur intérêt aussi est protégé. Et leur... Non. Pas toutefois. Parce qu'à un moment donné, il y a certains parmi eux qui se L'intérêt disent... de la communauté internationale, bien sûr. Il y a certains parmi eux qui se disent, tiens, les gens là nous trichent. Bon, ils nous trichent trop. Il faut que quand même on réclame quelque chose. Quand ils ont commencé par voir que certains de ces présidents ont commencé par avoir ces idées, ils ont très rapidement réfléchi et dire que, ah, attention, le système de parti unique ne nous arrange plus. Il faut rapidement balancer le vent de l'Est. Et ils ont balancé le vent de l'Est. Et ils ont su. Il y a deux sortes de démocratie. Ils ont introduit très rapidement la démocratie libérale. Comme ça, ils ont compris qu'avec ça, ils vont mieux nous manipuler. C'est pourquoi je dis que, c'est-à-dire, nous devons réfléchir c'est-à-dire, aux racines de ce qui nous arrive. Tant qu'on ne pique pas la racine, ça fait plus de 50 ans de lutte. Hein. Ça ne change pas. Hein. Est-ce que les gens réfléchissent à ça? Les gens ne se posent pas la question que depuis 50 ou 60 ans, nous sommes dans le même problème. Pourquoi? Pourquoi nous sommes dans ce même problème? Quand nous autres on le dit, c'est comme si nous sommes dans des rêves irréalisables. Mais Monsieur Lawson, oui. Est-ce que ces réformes selon vous, seront mises... Quelle réforme? De quelle réforme vous parlez? Les réformes le problème c'est ça. institutionnelles, constitutionnelles. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles auraient beau être faites, n'est-ce pas? Mais je vous dis que ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne va pas changer la dignité du peuple africain. Ça ne va pas changer la dignité du peuple africain. Mais je souhaite quand même que ce soit fait. C'est important, puisque le système dans lequel nous sommes obligés de le faire pour que les choses aillent bien, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que l'oppresseur qui est en train de téléguider les choses, c'est-à-dire ils ont toujours des plans B, C, D. C'est-à-dire, à chaque fois, vous allez voir, dans nos pays, nous allons obtenir les réformes, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'ils vont encore introduire d'autres problèmes. Parce que ces problèmes qu'ils vont introduire sont déjà près derrière. C'est pourquoi moi je dis qu'au lieu qu'on s'attelle tellement à chercher seulement à dépoussiérer les choses qui sont devant nous, il faut faire un travail de base, de fond. Il faut faire un travail de fond. Parce que ce que le professeur dit, je reviens là-dessus. Lorsque vous n'entraînez pas vos enfants à être qui ils sont, quand ils grandissent, ils deviennent pires que vous. Ils sont 2 fois plus aliénés que vous. Parce que quelque part, vous avez vu certaines choses, c'est ça qui vous renforce. Mais eux, carrément, ils n'ont pas vu. Donc, ils n'ont pas comment l'appelle-t-on? Ils n'ont pas l'éducation dans le 31. Dans leur main. On va expliquer tout ça là. Donc, moi, je dis que... Monsieur Kenao, laissez Lawson aller. C'est un sujet qui est beaucoup profond. Tout ça, là. Le 31, ce n'est pas tout le monde qui va à Tombouctou, monsieur Kenao. Allez-y, Lawson. Moi, je ne suis pas en train d'aller à Tombouctou. Je suis seulement dans la logique de ce que nous sommes en train de dire. Je suis d'accord. Les réformes actuellement sont la chose la plus importante. Normalement, on ne devait même pas parler d'élections ni locales, ni législatives. Tout est déjà passé. Mais on l'a déjà fait. Donc, ce que les gens doivent faire maintenant, bon, si tant est qu'ils sont allés voir le président pour discuter des réformes et que chacun a, comment l'appelle-t-on, l'honnêteté d'accepter que grâce à ces réformes, le pays va évoluer, au moins le minimum que nous voulons, on va rester dans ce minimum-là, parce que ce qui est clair, c'est que l'autre côté... Est-ce que vous connaissez au moins le contenu de ces réformes? C'est-à-dire... le contenu de ces réformes. Le contenu des réformes, c'est-à-dire le retour à la Constitution de 92, limitation... Et vous croyez que le régime en place, justement, de la même manière qui constitue la majorité au niveau des législatives, pourra l'approuver, M. Lawson? Mais justement, ils ne vont pas l'approuver. Moi, je ne crois pas qu'ils vont le faire. Je ne crois pas qu'ils vont le faire. Parce que, est-ce que ça les arrange? Ça ne les arrange pas. La fois dernière, nous avons tous vu la vidéo de Tchévier où les gens buvaient de l'eau sale. C'est-à-dire, la dignité, si l'Africain avait gardé sa dignité, même si c'est un dictateur qui est au pouvoir, il va dire que non, mais quand même. Quand même. Mais, est-ce que vous croyez que le chef d'État a vu tout ça? Non, il doit le voir. Oui, mais... Il doit le voir. C'est vous qui le dites.
Il sait oh non, faut c'est ce qui se passe au Togo. Faire tout ce qui se passe au Togo. Il y a pas il est le père de la maison. Comment vous pouvez imaginer qu'un père de la maison ne sait pas ce qui se passe dans un coin de sa maison? Ils savent. Mais le problème, c'est comment fixer ces champs de trucs. Parce que Donc vous voulez nous dire qu'autour de lui, et nous avons la majocratie, des gens ne peuvent pas quand même l'aider à avancer, c'est ce que vous voulez dire? Non, et ça peut être possible aussi, mais c'est lui le père de la maison. Même s'il y a des gens qui sont à côté qui ne veulent pas l'aider à évoluer, les gens n'iront pas accuser quand même les gens qui sont à côté. On va toujours l'accuser, n'est-ce pas? Moi, mon souhait, c'est qu'il faudrait que les réformes soient faites. Parce que actuellement, dans ce système-là, c'est les réformes qui sont la chose la plus importante. D'accord. Monsieur Kenao. Voilà. C'est beaucoup important ces réformes. Raison pour laquelle j'insiste là-dessus. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose très simple. Et je prends la dernière partie de Rodrigue. Tu sais, les réformes dont nous parlons aujourd'hui, moi j'ai toujours dit que c'est pour faire plaisir, c'est pour satisfaire un besoin d'actualité. Sinon, ils ne vont pas les faire, c'est ce que vous dites. Non, ça ne veut pas qu'ils ne vont pas les faire. C'est-à-dire que sinon, dès que l'actualité va quitter, personne ne parlera de ces réformes. Quand je dis actualité, c'est le maître qui a amené l'idée de réforme dans la tête des Africains. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quel est ce maître? Le Burkina Faso me parle déjà d'un référendum constitutionnel. Quand est-ce que le Burkina Faso a voté la Constitution et il pense encore une fois à un référendum sur cette même Constitution? Elle ne fait pas encore 5 ans. Ce type-là ne fait que 2 ou 3 ans. Il veut refaire la Constitution pour repartir à zéro, comme Macky Sall. Mais il parle aussi de réforme constitutionnelle. Pourquoi les Africains sont malades? Et je te dis que c'est d'actualité, les réformes. Est-ce que vous pensez que ça va se réaliser, le gouvernement de M. Paul Gnassingbé, ce Parlement fera les réformes. Mais ces réformes-là seront faites selon les assemblées du parti au pouvoir. Selon ces règles du jeu. Oui. Et ça, nous ne pouvons pas dire non parce que je ne peux pas être là. C'est moi qui décide. Donc vous voulez dire qu'ils sont représentés à 100%? À 100%, non, à 90%. À 90%? Oui. Et je vais voter des lois contre moi-même. Ça ne peut pas se faire. Donc c'est pourquoi je dis que les réformes dont mais nous avons vu dans un pays de la place où les députés sont allés voter, ils ont reçu des coups de milliards pour pouvoir voter contre ce qui était là. Donc, est-ce que l'opposition togolaise a l'argent pour verser à ces, ils sont 81, non, à ces 80 députés de voter les réformes qu'eux ils veulent? Mais nous ne parlons pas de l'opposition ici, nous parlons de ceux qui sont au pouvoir. Non, c'est ce que je dis. Ceux qui sont au pouvoir ne peuvent pas voter ce qui ne les arrange pas, M. Serge. Réfléchissez quand même. Parce qu'ils ne vont pas aller dire que... Je pense qu'on parle le même langage. Paul Gnassingbé ne sera pas candidat en 2020. Tu crois que les députés qui sont à l'Assemblée vont aller voter un truc qui dit que Paul Gnassingbé ne va pas aux élections en 2020? Tu crois? Non. Mais ils diront, il y aura deuxième tour, il y aura limitation des pouvoirs et du mandat, hein, et que nul ne peut... Ils vont mettre la phrase... Tout ça, c'est pour amuser la galère. Non, ils vont mettre la phrase, nul ne peut briguer plus de 2 mandats. Ils vont mettre ça. Mais ils vous diront que le compteur commence à 0. D'accord. Alors, pourquoi je dis cela? Je dis... C'est intéressant tout ça. C'est le maître, et tout ça dans cette actualité. Aujourd'hui, il suffit que Paris décide que les Togolais parlent de quoi là? De parti unique. Tu vas voir qu'il y aura des gens qui vont commencer par nous parler de parti unique. Laissons cette idée de parti unique. Non, nous sommes je vous déjà... dis que c'est sérieux. Maintenant, tu sais, là où nous allons, le monsieur Rodrigue a dit, il ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer. Nous irons bientôt vers un État fort. Et qui va mettre en place cet État fort. C'est comme vous avez dit, les ambassades sont là. On va verser encore l'argent et certains Africains vont créer des partis politiques et commencer par courir. Maintenant, je vais dire à monsieur le professeur, il dit que si faut faire un 4e, un 5e ou un 6e mandat, c'est la faute au peuple togolais. Monsieur, souffrez que je vous dise, le peuple togolais est à l'image du peuple africain. C'est-à-dire qu'il ne dit jamais que là où vous appuyez, là, ça me fait mal.
même vous appuyez sur son pied, ça le fait mal. Eh, oh, merci, c'est gentil, hein? C'est gentil. Merci à vous, c'est gentil. Il vous applaudit. C'est ça le peuple africain. Ce n'est qu'une miniature. C'est le Togo. Le Togo, c'est l'Afrique en miniature. D'accord. Parce que tout ce qui arrive au peuple togolais sort de l'imagination de la raison humaine. C'est que tout ce qui arrive au peuple togolais, si c'est dans un autre peuple, c'est ailleurs, c'est pas possible, c'est inadmissible. Mais le peuple togolais est fier, il accepte, il se réjouit et il applaudit. C'est la même chose que le peuple africain. D'accord. Non, ne dites pas d'accord, c'est important. On le piétine, on le vole, on le pille, et il est là, il applaudit, et c'est ceux-là qui le pillent, qui le piétinent, qui le torturent, c'est ceux-là qui l'applaudissent. Et c'est exactement le cas du Togo. Donc, si on suit l'exemple, là, ça veut dire que ce n'est pas en fait la faute aux Togolais. C'est quelque chose d'inné, si vous me permettez. C'est dans leur gène d'applaudir toujours l'oppresseur, de se soumettre toujours à l'oppresseur. Et quiconque essaie de les réveiller, on trouve en lui, oh non, il n'est pas, oh non, on trouve en lui un trouble fait. Un radical. D'accord, je crois qu'on Voilà. on va aller de l'autre côté avec Madame... J'allais dire Brigitte Adjomabou. Madame Madeleine Kondo, si vous êtes avec nous. Voilà. Merci. Merci, madame. Et je reçois. Merci pour, merci pour la parole. Et pour emboîter le pas à M. Kenao, on parle de réforme. Il a dit que le peuple togolais est à l'image du peuple africain. Ça veut dire que le peuple togolais est à l'image du peuple sénégalais, est à l'image aussi du peuple ivoirien, du peuple béninois, du peuple guinéen, et même des peuples des pays africains non francophones. Je vais parler du peuple togolais, mais je vais me référer au peuple ivoirien. On parle de réforme. Dernièrement, certains, parce qu'ils n'ont pas convoqué tout le monde, certains leaders de l'opposition ivoirienne se sont retrouvés avec certains dirigeants du parti au pouvoir, c'est-à-dire du RHDP unifié, pour entamer les discussions sur la réforme de la CEI, pour ne pas dire les réformes de la CEI, c'est-à-dire la commission électorale indépendante, celle de Côte d'Ivoire. Au Togo, c'est la CENI, je crois. Ils sont allés s'asseoir, j'ai écouté M. Bamba Mori Ferré, qui a dit qu'il faudrait qu'on se dise la vérité, nous ne sommes pas là pour des salamalek. Mais, et je voudrais m'adresser à lui et au reste de la classe politique ivoirienne, que ce soit le RHDP unifié ou bien l'opposition, la grande opposition ivoirienne. Et en plus, je voudrais aussi m'adresser aux oppositions togolaises, béninoises et sénégalaises pour dire que quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, et je reviens dessus, et à chaque fois que nous nous retrouvons sur ce plateau, j'ai toujours évoqué ce point-là. Sur les 17 membres qui vont constituer la CEI, il y a 13 qui sont du côté du président sortant, c'est-à-dire du pouvoir. Comment vous voulez organiser des élections fiables avec ce genre de partage? Donc, quand vous allez vous asseoir pour les réformes, l'article qui traite de la création ou alors du fonctionnement de la CEI, c'est celui-là que vous devez toucher d'abord. C'est-à-dire, on doit l'enlever. Qu'il faut 2 représentants, ou alors il faut des représentants de façon équitable au sein de la CEI. C'est-à-dire, s'il y a 10 partis,
d'opposition qui sont constitués. En fonction des membres de la CEI, on fait la répartition en pourcentage et puis on voit maintenant combien de membres il faut à chaque parti pour être représenté. Même si on change Youssouf Bakayoko, et je fais allusion à celui qui dirige la CENI ou la CEI ou bien la CSI ou bien quoi dans tous les autres pays africains, même si on change celui qui est à la tête de la CEI, c'est-à-dire Youssouf Bakayoko, à partir du moment où on n'a pas changé cette loi qui donne 13 des 17 membres. Oui, vous l'avez déjà dit, madame. Au pouvoir, oui, je l'ai déjà dit et je le répète. Parce qu'on a comme l'impression que les Africains, pour ne pas dire l'opposition africaine, a des morceaux de cailloux dans leurs oreilles. Parce que c'est toujours la même chose. Ceux qui sont en train de parler de la réforme au Togo, mais donnez quand même un sens, donnez quelque chose d'effectif à votre discussion pour qu'on puisse avancer. Parce que dans 5 ans encore, on sera là en train de parler des réformes de la CEI. 5 ans après, on va encore parler des réformes de la CEI. L'opposition en tant que telle dans ce processus démocratique africain n'existe pas, n'évolue pas, ne changera pas, et on va tourner en rond. Merci. Moi, personnellement, je ne vois vraiment pas pourquoi on va se réunir pour parler de réformes dans un pays à partir du moment où ceux-mêmes qui tirent les ficelles, qui peuvent amener la population à regagner espoir dans la vie de son pays, ceux-là même se refusent à toucher du doigt les vrais problèmes quand il s'agit des discussions concernant les élections en Afrique. Et on ne peut pas superviser nos élections. On accepte que des gens qui ne savent même pas appliquer même les règles démocratiques chez eux viennent nous imposer des choses. On envoie des observateurs dans des élections et il y a des gens qui les dépassent avec des machettes, aller agresser des gens et ils ont le culot et l'audace de dire que oui, ils ont observé, ils ont fait leur rapport. Ce sont les rapports qui vont penser les plaies. Ce sont les rapports qui vont régler les contentieux électoraux en Afrique. On n'a pas besoin des rapports des observateurs internationaux. Si nous-mêmes on ne peut pas gérer nos maisons, on ne peut pas gérer nos familles, ça ne sert à rien même qu'on existe. D'accord. Parce que c'est des gens qui ne connaissent pas nos problèmes qui vont venir nous imposer les solutions. Quand quelqu'un reste en Europe, il n'a jamais fréquenté un pays africain et qui dit qu'il est agrégé d'histoire africaine et qu'il enseigne l'histoire africaine dans les universités européennes, je dis que c'est du faux, c'est du mensonge. Il faudrait qu'on apprenne à se dire la vérité. Je sais qu'en Afrique, tous ceux qui étaient étudiants en fac d'espagnol, en faculté d'allemand, et les autres langues allaient en Allemagne pendant les vacances, en Espagne pendant les vacances, allaient dans des familles anglaises en Grande-Bretagne pour s'imprégner de la culture, pour s'imprégner des textes de Shakespeare et autres. Mais les Blancs restent en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, et ils étudient l'histoire africaine. Maintenant, vous allez me dire qu'il y a les réseaux sociaux, il y a l'ordinateur. Mais il y a des gens qui l'ont fait sans les ordinateurs. À partir de livres qui ont été écrits par des gens, malgré cette grande et flagrante subjectivité qui était de mise dans tous les textes qu'ils ont écrits, et ces gens-là disent qu'ils sont agrégés d'histoire africaine, ou bien agrégés de je ne sais pas quoi africaine. Ils n'ont jamais mis les pieds dans nos pays et ils enseignent ça et ils font de l'argent avec dans leur pays. Merci madame. Mais ils restent là-bas pour faire ça. Donc nous aussi on peut rester ici et apprendre l'anglais jusqu'à la fin et puis l'enseigner à nos enfants. On n'a pas besoin d'aller vivre dans des familles là-bas qui reçoivent de l'argent de nos gouvernements pour rien. Merci madame. Je crois qu'on vous a compris madame. On va aller du côté de la Caroline du Nord. Alors docteur, je pense que nous sommes à la fin de notre grand débat. Votre mot de fin. Merci beaucoup, M. Serge Yanwa. Mon mot de fin s'intitule comme suit. J'ai voulu tout simplement rappeler que, oui, le problème de ce pas
de la conscience, c'est un problème qui est vraiment présent et abondant dans des pays africains. Mais je dis aussi que quand il s'agit de la mobilisation pour demander ce que l'on veut, le Togo est tout à fait dans un cas particulier. On ne peut pas le comparer en ce sens au Burkina. On ne peut pas non plus le comparer à d'autres pays africains qui ont su se mobiliser pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc, on ne peut pas les mettre ensemble, non. Le Togo est particulier. Et donc, le Togo a commencé sa quête pour la démocratie bien avant le Burkina, bien avant tout ce qu'on peut dire. Mais quand les gens se lèvent, ils font le travail et puis c'est fini. Il y a beaucoup de points où on peut comparer le Togo aux autres pays africains, mais quand il s'agit là d'aller mouiller le maillot pour se libérer et s'affranchir, pour s'affranchir de l'oppression, il y a des pays qui ont fait mieux que le Togo, même s'il faut faire encore mieux. D'accord. C'est ce que j'ai voulu dire en ce sens-là. Mais j'ai voulu rappeler aussi que pour le cas du Togo, les réformes que nous recherchons, c'est 3 réformes principales. Des réformes institutionnelles, des réformes constitutionnelles et des réformes électorales. Ce n'est pas seulement juste la réforme pour réformer la CENI. La CENI n'est qu'une partie minime, n'est-ce pas, des réformes électorales qui vont s'opérer. Maintenant, les réformes principales qui ont mis les Togolais dans les rues pendant 18 mois, c'est les réformes constitutionnelles, c'est-à-dire qu'au niveau de la Constitution, il y a des points qu'il faut réviser pour retrouver l'esprit et la lettre de la Constitution que les Togolais ont voté à 98% en 1992. Au niveau des institutions, il faut revoir, c'est pas la Cour constitutionnelle, par exemple, et bien d'autres institutions qui, n'est-ce pas, font partie, n'est-ce pas, de la gestion au plus haut du pays. Donc, on ne parle pas seulement de CENI ou autre. La CENI fait partie, c'est pas une petite partie d'ailleurs négligeable, n'est-ce pas, des réformes que nous voulons. Parce que dans des pays où les textes sont clairs, la Constitution est respectée, les institutions de la République marchent bien, on n'a pas besoin d'être dans une CENI pour gagner les élections. Vous voyez? C'est parce que ça ne marche pas qu'en Afrique, vous voyez, chacun veut avoir son œil dedans. Comme quoi, en étant là, cela signifie vote. C'est ça. Il faut cultiver plutôt quelque chose qui va nous réclamer, quelque chose qui va nous éviter que les gens veuillent coûte que coûte être dans une CENI. Au Ghana, par exemple, les partis politiques n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe au CENI. Ils battent leur campagne, ils mouillent leur maillot parce que la CENI est indépendante et la présidente est nommée à vie. C'est-à-dire que même si tu t'appelles Fort Gnassingbé, tu viens, tu ne gagnes pas les élections, tu pars, l'autre vient, il gagne le lendemain, tu reviens, c'est comme ça. Ça ne change rien. Vous voyez? Donc c'est parce que chez nous, dans nos pays, comme la Côte d'Ivoire, comme vous pouvez la mentionner, c'est parce que les gens ont envie d'aller truquer les choses que les autres disent. Mais si c'est le cas, nous aussi, on veut être là-bas. Des fois, ça ne change rien. Ils sont là-bas, sous leur nez, on triche, on fait tout. Et puis bon, la preuve, en 2015, au Togo, ce qui s'est passé, c'est quoi? L'ANC avait un membre de la CENI qui était un gars avisé, très combatif, à Mouzen, Pedro. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a amené, c'est pas des militaires, on l'a embarqué, on l'a poussé dehors, afin qu'on puisse proclamer en toute tranquillité les élections. Donc, ce n'est pas une solution. Nous préférons des institutions très fortes, une constitution qui est une constitution digne de ce nom, et le reste, ce n'est pas notre problème. Parce qu'il va de soi. Les choses vont marcher comme sur des choses. Les gens ne vont pas se plaindre. Alors, bon souhait pour le Togo. Pour terminer, vous m'excusez pour avoir pris trop longtemps pour venir à mon moment de fin. Je dis au peuple togolais que, quelque part, à Lomé aujourd'hui, un parti politique a lancé la date du 13 comme une date de remobilisation du peuple togolais. Je voudrais que le peuple togolais sache que cet appel s'adresse à lui. Quel 13? Togolais de 5 ans.
de Dapawan, de Mango, de Kanté, de Nyantougou, de Kara, de Pakuta, de Sokoté, de Bapilo, de Sotubois, de Tchamba, d'Atakwame, d'Anié, de Lomé, de Vogan, de Tablico et que sais-je encore. Cet appel s'adresse à toi. À quelle date, professeur? Tu veux tes réformes. À quelle date, professeur? Vous avez donné une date. Le 13 avril. Alors? Vous avez donné une date tout à l'heure. C'est le 13 avril? D'accord. Merci. Merci, professeur. Comme l'a dit tout un chacun, il y a toujours le mot exceptionnalisme. Mais la question que je me pose, depuis que nous avons vu le Togo, quand il y a des problèmes dans les autres pays, c'est le Togo qu'on amène pour aller décanter la situation. Et on parle de l'ONU. Mais on n'a jamais vu l'ONU au Togo. Ça, il faut comprendre. Alors, M. Lawson, votre mot de fin. Oui, je vais appuyer sur quelque chose que le professeur a dit. Le Togolais est exceptionnel. Ça me rappelle la place Tahrir quand les Égyptiens faisaient leur révolution. Et lorsque vous regardez la place Tahrir, vous savez qu'il y a des gens qui ont des problèmes et qui veulent vraiment résoudre leurs problèmes. Et quand vous allez, il y a des millions de personnes qui sortent dans les rues au Togo. C'est des tam-tams et des gens se mettent à danser. Si vous buvez de l'eau sale, vous allez vous mettre à danser. Quand vous buvez de l'eau sale, vous allez vous mettre à danser. Quand vous réclamez ça, c'est-à-dire les sentiments, tu ne peux pas avoir deux sentiments à la fois. Tu ne peux pas dire que j'ai mal et je ris et tu ris au même moment. Ce n'est pas possible. Et toutes ces choses viennent du fait que des gens ne sont pas eux-mêmes. Des gens sont des perroquets. Certaines personnes, c'est parce que d'autres sortent, ils sortent. Ils ne savent pas ce qui se passe en réalité. C'est-à-dire, ils savent que oui, quelque chose se passe, mais bon, ils sont dedans. Vous voyez? Moi, simplement, ce que je voudrais dire, c'est que l'Africain reprenne conscience. Que l'Africain, et cette reprise de conscience doit commencer par nos maisons. Que les Africains se donnent une certaine confiance en eux-mêmes. Nous pouvons faire des choses si nous sommes nous-mêmes. C'est à partir de ce moment seulement qu'on peut parler de développement. Et quand on parle des institutions, tout ça là, que les Africains se donnent se donnent à eux-mêmes leur propre constitution, pas les constitutions qu'on a importées. Et si il ne s'agit que de ces constitutions importées, on ne va pas aller de l'avant. On n'ira pas loin. Donc, et rendez-vous le 31 pour mieux comprendre ce que les tenants et aboutissants de notre culture. Bien sûr. Donc il faut aller à la case de départ. J'espère que l'avion sera prêt pour ton Voilà, mon main de fer va en direction de l'opposition togolaise. Il est temps que l'opposition togolaise soit responsable. Et je sais que monsieur le professeur parle d'une certaine mobilisation. Que cette mobilisation soit une mobilisation honnête. De deux, je demande aux Togolais de prendre conscience et de se dire que tant qu'ils ne vont pas s'aimer eux-mêmes, que tant qu'ils ne vont pas se faire confiance eux-mêmes, ils n'iront nulle part. Et que c'est ici l'occasion pour moi de dire à tous les Africains et aux Togolais de prendre conscience qu'ils ne sont pas eux-mêmes et qu'il va falloir qu'ils deviennent eux-mêmes. Et en devenant eux-mêmes, ils choisiront eux-mêmes leurs dirigeants dans leur propre système. Et je veux tout simplement que les Togolais coupent avec tout ce qui est de l'étranger, le Togolais, l'Africain, et maintenant
commencer par se poser la question, est-ce que mon chef de village a des problèmes avec ses habitants? Si le chef de village au Togo n'a pas de problème avec ses habitants, qu'il gère selon les coutumes de son village, pourquoi le chef de l'État, lui, il a des problèmes? Tout juste parce que le chef de l'État, lui, il utilise un système qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas. D'accord. D'accord. Alors revenons à nos sources. Et le rendez-vous est donné le mercredi, le 31, c'est un dimanche, le 31 mars 2019 à 13h heure de Chicago. Merci. Sur Tempo Afrique TV, pour qu'ensemble, Rodrigue et moi, nous vous disions les raisons fondamentales au retour à Tombouctou. Voilà. D'accord. Merci donc, mon cher Kenao, avec les bases militaires qui sont encore sur vos sols. Le retour à Tombouctou va les faire dégager. Merci donc, monsieur Kenao. Merci donc, vous avez parlé de ces chefs du village. Vous avez aussi parlé du gouvernement, le choix de la population, de celui-même, de l'heure suprême qui peut quand même être la personne venant d'eux-mêmes. Mais oui, quand on sait que là-bas, les bases militaires françaises résident encore sur vos sols, je pense que, je ne dirais pas que c'est peine perdue, mais on a longue distance. Non, si Ouada merci. A pu faire dégager, merci. Si Gbagbo a pu dégager les merci. bases militaires en voilà. Côte d'Ivoire, si Ouada a pu faire dégager les bases militaires merci. en Côte d'Ivoire, je pense tout le monde que peut le faire. Ces bases militaires dont vous êtes en train de parler sont encore en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Alors, Madame Kondo, je pense que vous êtes impatient. Je ne pouvais pas quand même clore cette émission sans toutefois vous dire de revenir encore sur comment on appelle dans ce studio pour votre mot de fin. Merci mon ami Serge, merci à tous les panélistes, merci d'avoir accepté que je participe à l'émission. Même si ça s'est fait au téléphone, ce que je voudrais dire, c'est que je demande à la population africaine d'essayer de revenir sur eux-mêmes dans leur histoire. Nous n'avons rien à apprendre de l'Occident quand il s'agit de la démocratie. Parce que l'Afrique était encore démocratique et elle se la faisait très bien avant qu'on ne nous envoie ces semblants de démocratie. On choisissait nos chefs de village, on choisissait nos rois, même si ça se faisait dans les familles royales, mais on consultait les notables et tout le monde. Il y a des gens même à qui on a refusé la chefferie parce qu'on a estimé qu'ils étaient un peu trop nerveux. Si on a des problèmes avec un autre village, on ne pourra pas régler. Il va continuer à jeter l'huile sur le feu. Et tout ça, ça fait partie de nous, notre démocratie. Et on a vécu en harmonie comme ça avec cette démocratie-là. On n'a rien à apprendre de cette démocratie importée qui se dit démocratie, mais alors que derrière, dans le cas des pays francophones, il y a ce qu'on appelle la France-Afrique. Avec la France-Afrique, on n'est pas dans une démocratie. Je voudrais appeler tous ceux qui sont en âge de voter en Afrique de s'exercer à ce qu'on appelle le vote sanction. Les gens viennent battre campagne, ils vont vous promettre des choses. S'ils ne l'ont pas fait, même s'ils ont entamé, qu'ils n'ont pas terminé, ne leur donnez pas l'opportunité de rester éternellement sur ces projets inachevés. Changez-les par d'autres personnes qui vont continuer et qui vont achever ces projets et entamer les projets suivants. De façon à ce qu'ils sachent que quand ils n'ont pas tenu parole, ils s'en vont. Quelle que soit leur beauté, quelle que soit leur élégance, ils sont obligés de plier bagage, de par votre vote. Et je dirais, j'en appelle à la population togolaise, à l'opposition togolaise. Si, tel que certains l'ont dit, il y a des... au Togo, il n'y a pas... l'opposition n'a pas assez d'argent comme les richissimes au niveau du Bénin ou d'autres pays qui balancent des millions, des centaines et des centaines de millions
pour pouvoir régler certains problèmes ou bien pour donner un peu de vent à la lutte, il faudrait que l'opposition et la population togolaise cherchent à faire adopter des lois qui vont aider au financement des partis politiques autorisés, c'est-à-dire créés, autorisés, de façon à ce que les gens puissent discuter d'égal à égal, de façon à ce que les gens aient les moyens pour parcourir tous les petits villages, les petits campements, à expliquer aux gens le processus en place, qui est candidat, pourquoi on ne veut pas que le président aille pour un 3e mandat, parce que la loi fondamentale, qui est la Constitution, ne permet pas et il veut se servir de la population. Il faudrait qu'on explique aux gens, merci, madame, dans nos langues locales, pour que nous puissions tirer le meilleur de nos démocraties. Merci, c'était mon mot de fin. Bon week-end à tous. Merci. Merci, madame Madeleine Kondo. Il faut tout simplement mettre dans toutes les constitutions, parce que quand vous venez au pouvoir, vous demandez encore 5 ans. Et les 5 ans arrivent, vous ne faites rien. Donc, dans les constitutions, il faut mettre que même si tu n'as pas fini le mandat, tu n'as rien réalisé, tu dois partir. C'est tout simple. Maintenant, je voulais quand même remercier nos chers panélistes d'avoir participé longuement à ce grand débat et vous donner le rendez-vous la semaine prochaine avec Mme Brigitte Adomagbo. Si nous l'avons, je pense qu'on le fera. Et avec aussi la démission de Jean-Pierre Fabre, qu'est-ce qui était à l'origine? Jean-Pierre Fabre voudrait tout simplement être candidat. Un autre candidat, parce qu'en étant candidat de l'opposition, l'opposition va toujours prendre un seul candidat. C'est tout simple. Donc, il se détache. La C14 est complètement démobilisée. Donc, Jean-Pierre Fabre sera président. Il sera candidat au présidentiel 2020. Et l'opposition de l'autre côté va encore voir, comment on appelle ces candidats, on va se retrouver à la sénégalaise. C'était donc mon mot de fin. Et je vous retrouve tout simplement la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.